On va repartir pour une nouvelle après-midi de Tarbes en philo. Donc cet après-midi, la 8e édition se poursuit, ça va sans dire. Et cet après-midi, c'est la musique, aussi bien que la danse, qui vont prendre la parole avec le contrepoint de Pierre Gallier, le directeur du Conservatoire Henri Duparc de Tarbes, qui... Vous pouvez venir, s'il vous plaît, que je vous demande d'accueillir. Et vous assisterez ensuite à la prestation proposée par un des professeurs du Conservatoire, Tatiana Taneva, et 2 de ses élèves qui nous invitent à suivre ce qu'ils ont appelé le temps de l'un à l'autre. Un partenariat pour notre plus grand plaisir. Merci, Monsieur Gallier. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Merci, Rosemary. Merci à tous. Alors, voilà, pour débuter ce propos, le temps des uns, le temps des autres, effectivement, évoque dans le domaine artistique assez spontanément la musique ou la danse. Et donc, quand Rosemary et Pierre m'ont demandé de dire un mot, je leur ai proposé tout de suite, comme ça a été le cas l'année dernière, de partir d'une expérience, de ne pas parler en philosophe, ce que je ne suis pas, ni en scientifique, ce que je ne suis pas, ni même en musicologue, mais comme un musicien, comme un prof de musique, et aussi comme directeur d'établissement. Donc l'année dernière, je me rappelle notamment, j'avais été impressionné par le mot qu'avait dit le docteur Berthe, le thème c'était l'engagement, et puis il était parti assez spontanément de ce qu'il avait lui-même mis en gage. Et je me rappelle que Michael Fussell avait ensuite était parti à partir de ça, avait réussi finalement à développer cette idée-là en philosophe, et je trouvais ça intéressant de partir d'une expérience et ensuite de la livrer à des philosophes qui peuvent s'en emparer éventuellement et illustrer un propos. Donc le temps des uns, le temps des autres m'a évoqué assez spontanément la notion de synchronisation ou de désynchronisation, ça sera le premier chapitre dont je parlerai, et aussi la notion d'improvisation et de composition, ça sera le 2e chapitre. Voilà. Mais avant ça, il faut peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est que le temps pour les musiciens. Assez vite, nous, on entend le temps des uns, le temps des autres, on va transcrire ça en le tempo des uns, le tempo des autres, la pulsation des uns, la pulsation des autres. Et donc, c'est vrai que le tempo, c'est, disons, la vitesse d'exécution d'une œuvre. La pulsation, c'est ce qui va, comme dit Boulez, trier le temps, et qui nous permettent de nous accorder. On a tous une expérience très sensible de ce qu'est la pulsation, je pense. Si par exemple, je cite 3 œuvres, le Boléro de Ravel, tout à l'heure donc Étienne Klein évoquait Ravel, le Boléro sur une pulsation assez modérée, voilà, qu'on peut tous ressentir assez spontanément. On organise tout un processus rythmique et musical, un grand crescendo d'orchestre sur une pulsation qui va rester très stable, une pulsation assez lente malgré tout. On peut imaginer des pulsations encore beaucoup plus lentes, typiquement une marche funèbre. Voilà, on arrive à quelque chose vraiment, voire presque pesant, douloureux, ou au contraire des pulsations très très rapides. Et là, je me disais, quoi mettre en face d'une pulsation très rapide? Ils m'ont venu spontanément, je ne sais pas pourquoi, le French Cancan. Voilà, donc voilà, une pulsation très rapide qu'on ressent tous, qui est assez euphorisante. Mais effectivement, les pulsations, on peut les varier. Alors, imaginez, par exemple, qu'on varie en l'accélérant le tempo de la marche funèbre. Si on prend une marche funèbre, par exemple, bien célèbre, celle de Chopin, dans une tonalité très sombre, si bémol mineur, tim, pim, papa, et on se met à le jouer très vite, ça va lui donner un petit côté guilleret qui ne va pas du tout. Pam, pam, param, pam, param, param, param. Vous voyez, on est dans le contresens. De même, si le French Cancan, qui est très rapide, on le ralentit. Ça a une légère léance comique. Et d'ailleurs, c'est ce que Saint-Saëns a utilisé dans le Carnaval des animaux. Donc, vous voyez, et je reviens sur une pulsation modérée. Ravel, on en a parlé tout à l'heure, était très mécontent de la première exécution du Boléro. Il souhaitait que la pulsation soit assez lente et contenue,
Et dans l'euphorie de la représentation, tout le monde s'est emballé, les musiciens ont joué de plus en plus vite, et finalement, je crois que Ravel ne voulait pas venir saluer. Il était tout à fait mécontent de cette exécution qui n'avait pas réussi à tenir le tempo. Donc, tempo, pulsation peuvent varier. On va régulièrement, dans une œuvre, avoir un moment où on va suspendre le tempo, on va respirer. Alors, ce sont des inflexions très légères. On va pouvoir accélérer un petit peu ou ralentir, revenir au tempo primo, comme on dit dans la partition, voilà, comme indiqué. Tout ça, finalement, permet à la musique de vivre. Il y a une forme d'élasticité qui est recherchée, tout au moins dans la musique de tradition classique. Il y a d'autres types de musique où on va au contraire rechercher une pulsation implacable qui ne bouge pas. Donc, on peut vraiment avoir des tempos fluctuants, stables. Tout est très libre et très ouvert. Il y a même parfois, alors oui, et en général, on a tous un tempo commun. Quand on joue ensemble sur scène, à 2, 3, 5 ou 100 musiciens, on adopte le même tempo. Pareil avec le public, quand spontanément le public frappe dans les mains parce qu'il est content à la fin du morceau, tout le monde va rechercher une pulsation commune. Certains compositeurs, à partir du XXe siècle, se sont amusés finalement à donner des tempi différents à chacun des musiciens. C'est par exemple le cas dans certaines pièces de Berio, Luciano Berio, un grand compositeur du XXe siècle. Une pièce qui s'appelle Linnea, par exemple, on a 2 percussionnistes, 2 pianistes qui jouent à l'unisson. Donc ça donne un son très, très étonnant, du vibraphone, du marimba, les 2 pianos jouent à l'unisson. Et tout d'un coup, un des musiciens s'émancipe et accélère. Il joue la même partition, on reste dans un principe d'unisson, sauf qu'il y en a un qui s'émancipe, qui va plus vite que les autres. Donc ça donne un phénomène acoustique très intéressant, une espèce de... On va parler pour la vue de trompe-l'œil, là on peut parler de trompe-l'oreille. Vous voyez, c'est un phénomène étonnant où on anticipe sur quelque chose qu'on va reconnaître a posteriori. Il y a une pièce aussi célèbre de Stockhausen où il y a tout un jeu très savant d'organisation des sons aigus, des sons graves et de tempi aussi. Alors les sons aigus vont se croiser avec les sons graves, trouver un point d'équilibre et repartir dans l'autre sens. Et les tempi, exactement de la même façon. Le oboïste joue pas au même tempo que la clarinette basse, qui joue pas au même tempo que le pianiste ou que le percussionniste. Tout ça, ce sont des choses qui sont décidées à l'avance par le compositeur, mais sont plutôt dans le domaine un peu de la spéculation musicale, c'est-à-dire qu'on cherche, on expérimente. Mais très largement, les pulsations sont communes. Donc, revenons à ce sujet de la synchronisation et de la désynchronisation. Sur la désynchronisation, on est d'accord que ça fait plutôt référence à des valeurs négatives. La désynchronisation, on peut dire, c'est un peu l'anarchie, c'est le chaos, la cacophonie ou l'impréparation. Vous voyez, alors que la synchronisation va nous donner l'impression de quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, d'homogène, de bien préparé. On porte l'attention à l'autre. Donc voilà, on est plutôt dans des valeurs très positives. On va rechercher la synchronisation en musique. Donc le temps des uns, le tempo des uns, va rechercher le tempo des autres. Bon, c'est l'objectif d'une belle prestation. Et tout ça, ça ne va pas de soi. On ne va pas le faire là, mais on pourrait s'amuser, si on voulait, à faire des jeux rythmiques, et on verrait que s'accorder à 2 ou 3, c'est peut-être pas très compliqué, mais s'accorder à 50, à 100, à 200, c'est une autre affaire. Donc la question du jeu ensemble, de s'accorder sur une pulsation commune, sur un temps partagé ou un sentiment rythmique partagé, ça n'a rien d'évident. Et en tant qu'enseignant, avec nos collègues au conservatoire, on pense qu'il y a un contexte de formation qui est vraiment sans doute le plus riche qui soit, c'est celui de la musique de chambre. C'est-à-dire qu'on va mettre en situation 2, 3, 4, 5 élèves, parfois 6, mais guère plus, sinon on se complique. On les met en situation de jouer ensemble un répertoire écrit, donc chacun doit connaître le mieux possible sa partition, essayer de la jouer avec le plus d'énergie, d'engagement possible. Le but à ce moment-là, c'est de jouer avec les autres. Et là, on le voit, et c'est très frappant, quand on met des jeunes enfants dans cette situation-là, tout le monde est dans son couloir au début. C'est-à-dire que les enfants sont préoccupés de leur jeu, de leur partition, et on peut avoir même l'impression qu'ils se ferment les oreilles, qu'ils sont uniquement sur la lecture ou préoccupés de leur jeu, clarinette, saxo, piano, peu importe, qu'il faut un grand effort, en fait, pour être capable de jouer correctement sa partition, mais porter une très grande attention à tout ce qui se passe à côté.
la capacité d'interagir, de s'écouter, de percevoir une inflexion, même avant qu'elle soit là, en fait. Il y a des choses assez mystérieuses qui se passent dans ce domaine-là, au niveau de la musique de chambre. Et donc, il nous semble très intéressant de positionner nos élèves dans ce contexte de formation, de musique de chambre. Il y a un débat entre nous, c'est de savoir si il faut privilégier un répertoire très simple, au risque qu'il ne soit peut-être pas très riche, mais un répertoire simple, qui fait que les enfants, chacun avec leur partition, sont en capacité assez vite d'être attentifs à ce qui se passe autour d'eux, d'interagir et de partager le temps des autres, ou au contraire, se dire on va mettre des répertoires très exigeants, très stimulants, passionnants, très beaux à jouer, qui vont emporter tout le monde. Mais là, il faut beaucoup de travail individuel, et on compte sur le travail de tous, et au bout d'un certain moment, on est en capacité de faire de la musique de chambre ensemble. On penche plutôt pour la première option, c'est-à-dire c'est de trouver des répertoires assez simples, qui permettent, alors les plus intéressants possibles, mais qui permettent tout de suite de travailler l'essentiel. Ce qui me semble être l'essentiel, c'est cette capacité d'interagir et de se décentrer. Hein, voilà. Donc, vous parliez tout à l'heure, je crois, d'exo-topo. Voilà, cette notion de, voilà, on joue, mais on est à la fois extérieur à ce qu'on fait. Il faut une attention à notre propre jeu, tout en étant plus attentif encore à ce qui se passe à côté. Un autre débat, c'est celui entre nous, de la direction ou pas. C'est vrai que si vous avez un ensemble de 3-4 élèves, de temps en temps, de façon très pragmatique ou concrète, le concert arrive, on va se dire, il vaut mieux que je sois avec les élèves et je dirige. Donc en fait, quelqu'un prend et dirige même assez sobrement, mais on bat la mesure et on aide les élèves, on leur fait signe quand c'est à eux de partir, on les met en confiance en fait. Mais quand on prend cette option-là, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel, justement, c'est que on fait converger vers soi la responsabilité du jeu collectif. Alors que c'est justement l'objet de la formation par la musique de chambre, c'est de prendre ce risque de dire aux élèves, vous êtes sur scène, débrouillez-vous, à vous maintenant, et soyez connectés, écoutez-vous, au risque peut-être de vous tromper, au risque de vous désynchroniser peut-être. Mais c'est très très formateur. On voit qu'au-delà d'un certain nombre de musiciens sur scène, le pari devient assez difficile, et là, il faut passer par l'intermédiaire donc du chef d'orchestre ou de la chef d'orchestre, qui va justement prendre sur lui, qui va catalyser en fait cette responsabilité du tempo commun, des intentions musicales communes. Et dans ce domaine-là, effectivement, donc on voit à ce moment-là sur scène un chef d'orchestre qui finalement va anticiper sur les intentions, ce qui est parfois très spectaculaire. Je pense au jeune chef de l'Orchestre de Paris, dont le nom m'échappe à l'instant. Quand on le voit diriger, on sent qu'il est habité par une forme de poésie, enfin on dirait plus de la danse d'ailleurs, et on sent que les musiciens vont être tout de suite galvanisés par sa présence. C'est quelque chose de très, très impressionnant à voir aussi. Et un dernier mot sur la musique de chambre et sur les musiciens. Dans ce contexte-là aussi, l'expérience nous montre que chez nos jeunes élèves, mais comme chez les musiciens professionnels, on a des profils de musiciens très différents. On a parfois, très souvent, des musiciens qui sont très rythmiciens dans l'âme, c'est-à-dire qui vont ressentir toutes les inflexions rythmiques avec beaucoup de précision, beaucoup d'acuité, qui vont anticiper sur beaucoup de choses de façon très intensive. Et donc voilà, c'est très rassurant de jouer avec ce type de musicien. Le risque, c'est que si tout le monde est un pur rythmicien, on a quelque chose qui peut s'installer, qui peut être un tantinet mécanique. C'est-à-dire qu'il va peut-être manquer parfois de fantaisie ou d'imprévu. À l'inverse, on a d'autres types de musiciens qui sont plutôt plus souples dans leur rapport au temps, ou peut-être moins disponibles pour ce qui se passe autour d'eux. Et souvent, ces musiciens-là amènent une forme de fantaisie, une forme de liberté, qui est aussi tout à fait enrichissante pour un groupe. Et donc, on s'aperçoit finalement qu'en musique, il faut plusieurs types de profils. Alors, c'est sûr que certains instruments appellent plutôt des profils rythmiques, et d'autres plutôt des profils, alors je vais dire là, mélodiques, par exemple, un peu plus souples, un peu plus poétiques. Si dans un groupe de jazz, vous avez un batteur qui est très souple au niveau de sa pulsation ou un groupe de rock, ça ne va pas du tout convenir. Hein, donc là, il faut un batteur en général qui tienne le tempo. En revanche, au chant ou au saxophone ou dans un instrument du dessus, un instrument qui chante au-dessus, là, on peut tout à fait se satisfaire de quelque chose qui soit, on va même le rechercher, qui soit plus souple, qui amène de la fantaisie. La même chose dans des orchestres symphoniques, on va plutôt attendre un profil rythmique du timbalier ou des altistes
qui vont devoir tenir le rythme pour que tout le monde puisse se mettre d'accord sur une pulsation commune. Et puis, on va avoir un musicien qui va plutôt chanter, typiquement le hautbois, ou le violon solo, ou ça peut être aussi un corniste, ou un flûtiste. On va au contraire chercher la liberté, la fantaisie dans le phrasé, c'est-à-dire une sensation rythmique qui va être tout sauf mécanique, même si elle ne doit pas s'écarter énormément d'une pulsation commune, mais ça va être intéressant. Donc voilà, ces deux profils de musiciens se complètent, et donc je dirais qu'en termes de synchronisation ou désynchronisation, pour une interprétation, eh bien, effectivement, il faut éviter bien sûr la désynchronisation, on ne veut pas, mais l'hypersynchronisation non plus. C'est quelque chose qui va peut-être avoir un côté mécanique et qu'on va vouloir éviter. Voilà. Donc, en fait, on recherche plutôt une forme de juste synchronisation qui admet des espaces de fantaisie, des espaces de respiration et qui ne soient pas striés de façon trop mécanique. Et tout ça, effectivement, ça se donne à voir. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe de musique de chambre qui joue, qui se produit et qui entre effectivement en connivence au niveau du temps partagé, de la pulsation commune, eh bien, ça se donne à voir et on sent quelque chose qui s'empare des musiciens eux-mêmes. Et un jour, je me rappelle, ça m'était venu spontanément, c'était une compositrice qui s'appelle Edith Canachesi, on jouait de sa musique, et après le concert, on s'est dit, mais finalement, on jouait la musique et on a eu un moment le sentiment que c'était la musique qui se jouait de nous. C'est-à-dire qu'on renverse les choses, la musique, c'est comme une espèce de génie qui sortirait de sa boîte. On était ensemble, on a tous fait pour que les choses soient le plus musicales possible. Et d'un seul coup, quelque chose s'empare de nous. Alors, on contrôle toujours, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vient là. Et je pense que le public le perçoit aussi. Et donc là, ça m'amène à faire peut-être une analogie ou une forme de métaphore avec ce qu'est la société. Le travail, finalement, quand on travaille en musique de chambre avec des enfants, on travaille beaucoup sur cette capacité à interagir avec les autres, à entrer dans leur temps, dans leurs intentions, dans leurs inflexions, de les pressentir, de les accompagner. Et parfois même, avant même que le son commence. Typiquement, se pose tout de suite la question, pour un petit groupe de musique de chambre, le début du morceau, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas être figé avant le début du morceau. La musique n'est pas encore là, le son n'est pas encore là, mais elle doit déjà être là, dans l'esprit de chacun, et collectivement, sans que le phénomène sonore soit apparu. Et il y a un moment, c'est la respiration commune. Et dans cette respiration, on donne à la fois des intentions de vitesse, de réalisation de l'œuvre, des intentions aussi de couleur, des intentions de nuances de toutes sortes, c'est-à-dire l'articulation. On va passer beaucoup de choses dans ce geste, un peu dansé finalement, et c'est quelque chose qu'on perçoit bien. Donc je disais, les valeurs positives de la synchronisation, effectivement, c'est celle d'une société qui collabore en harmonie, qui recherche la cohésion. Voilà, et j'étais très frappé en arrivant à Tarbes, par exemple, en attendant l'entretien de recrutement, je regardais sur le fronton de la mairie, je voyais, donc comme sur toutes les mairies de France, liberté, égalité, fraternité, et à Tarbes, vous pourrez regarder, et en plus, il y a concorde et travail. Et je me dis, mais finalement, c'est une belle métaphore de ce qu'on admire quand on voit des musiciens jouer ensemble et bien jouer ensemble. On voit le travail, on l'apprécie, on sent qu'il y a des efforts, il y a eu du travail, il y a une maîtrise instrumentale, et on sent aussi la concorde qui est là, et je pense que c'est une forme de microcosme, mais d'une société peut-être idéale qu'on va rechercher quand on assiste à un concert, quels que soient les répertoires. Le deuxième chapitre que je voulais aborder avec vous, c'est effectivement celui de l'impro et de l'improvisation et de la composition. Je disais tout à l'heure que spontanément, la musique nous amène dans le domaine artistique, on pense musique et danse, assez facilement si on parle du temps, du tempo, du rythme. Et étonnamment, un grand peintre qui s'appelle Kandinsky a écrit un livre où il fait mention de son principe son inspiration. Il parle effectivement d'œuvres, il appelle des improvisations ou des compositions. Donc improvisation pour lui, c'est laisser libre cours plutôt à une inspiration comme ça, laisser son inconscient agir assez spontanément. Et la composition, c'est un processus plus lent, de maturation plus lent, de conceptualisation, d'abstraction, qui sans doute mène à un niveau supérieur de création. Mais
voilà, les deux se complètent, mais il les distingue, les deux, l'improvisation et la composition. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en musique, ça? Effectivement, on voit bien que l'improvisation, c'est aussi un acte de création. Il y a des formes de musique sur lesquelles le fait d'improviser est central, typiquement le jazz. Donc, on va interagir aussi beaucoup avec les musiciens. Donc, il y a des schémas qui sont déjà préconçus, et puis certaines séquences où, à toi, à moi, et là, on s'écarte du jeu prédéfini, et c'est l'inspiration du moment. C'est quelque chose d'assez éphémère qui se produit. De temps en temps, c'est absolument magique. De temps en temps, on sent que ça ne décolle pas toujours. C'est la magie de l'improvisation. Et puis la composition, là, c'est quelque chose de tout à fait différent pour les musiciens, où j'ai l'impression, il faudrait demander à un compositeur, ce que je ne suis pas, mais ayant fait des études quand même d'écriture, j'ai pu un peu toucher du doigt ce que ça pouvait être. On a très clairement la sensation, quand on se penche sur l'œuvre écrite par un grand musicien, je pense à Schoenberg par exemple, ou à Berg, ou à d'autres, enfin peu importe, on a l'impression qu'effectivement ils ont eu cette capacité à un moment de ralentir le temps, voire de le figer. Comme si à un moment, dans un processus de temps, de mouvement, pardon, j'ai pas suffisamment nettoyé le vocabulaire comme le conseille Paul Valéry, mais ça me vient spontanément, mais disons dans un processus de développement, comme ça, d'un événement musical, on arrête, comme un arrêt sur image, et à ce moment-là, le compositeur ajuste tous les paramètres de sa composition. Et il me semble que ça, c'est assez, je pense, assez douloureux, en fait. Difficile. C'est-à-dire que la musique exige du mouvement, on a envie d'un mouvement, on pressent un mouvement, mais il faut le contrôler, ce mouvement. Et pour le contrôler, on ne peut pas écrire à toute volée, comme ça. Donc, on est nécessairement obligé de ralentir les choses et d'imaginer ce que ça va donner une fois le mouvement, quand le mouvement va s'emparer de cette musique-là. C'est une forme de paradoxe, je pense, pour les compositeurs, qui, à mon avis, cherchent à ralentir le temps, mais néanmoins, je soupçonne aussi, et alors il y a le témoignage toujours aussi, par exemple, de Ravel, qui, quand il a écrit sur un des deux concertos pour piano, il y a un deuxième mouvement qui est sublime. Et donc, paraît-il qu'il aurait écrit ce mouvement-là en s'inspirant du concerto pour clarinette de Mozart, le mouvement lent aussi. Alors, quand on met les deux, on ne comprend pas comment il a pu finalement s'emparer de l'un à l'autre, mais lui, il devait avoir quelque chose qui l'inspirait un petit peu comme peut-être un improvisateur qui interagirait avec ses partenaires. Lui, il interagit peut-être avec d'autres musiciens ou d'autres modèles. Et donc, il a écrit son concerto, paraît-il, en pensant à ce concerto pour clarinette de Mozart. Mais il y a aussi le cas de Stravinsky, par exemple, dans une pièce pour clarinette que connaissent bien les clarinettistes. On a vraiment l'impression que dans le troisième mouvement, c'est une main qui danse sur un clavier. Et je soupçonne, j'en mettrai pas ma main coupée, mais je soupçonne que j'imagine bien Stravinsky accoudé à son piano, comme ça, là, et puis trouver des gestes, et puis tout de suite, clac, clac, prendre son crayon, et hop, tac, et puis s'amuser avec sa main, comme si sa main dansait, en fait. Je pense qu'il l'a écrite comme ça, cette pièce-là. Peut-être je me trompe complètement, mais je ne serais pas surpris d'imaginer que ce compositeur ralentit les choses, mais en même temps a besoin de mouvement aussi. De même, il y a une compositrice qu'on avait croisée à Nantes qui s'appelle Camille Pépin. Elle nous expliquait, une jeune femme qui a beaucoup de succès en ce moment, et elle nous expliquait que quand elle composait, eh bien en fait, elle posait son crayon et elle cherchait des mouvements en dansant. Elle cherchait quelque chose dans son corps, et puis c'est ça qui la ramenait ensuite sur sa table, sur sa feuille, et donc elle essayait de retranscrire ce mouvement dansé en mouvement musical. Donc c'est quelque chose effectivement d'assez étonnant. Peut-être aussi vous dire que souvent les compositeurs dans la tradition, les compositrices dans la grande tradition de musique classique sont souvent pianistes eux-mêmes. Et on pense ou organistes, on pense à Bach, mais Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, bien sûr, Chopin, et tous étaient de grands improvisateurs. Et je suis quasiment certain que beaucoup de leurs œuvres, il y avait un aller-retour, il y a partie liée entre l'improvisation et la composition, comme pour Kandinsky, je pense. Donc, peut-être pour conclure sur ces deux notions, je dirais qu'au niveau d'une organisation comme un conservatoire, je disais qu'il fallait se réjouir d'avoir des profils de musiciens différents, rythmiciens, donc très garants du temps commun, on va dire, et puis d'autres plus fantaisistes dans leur rapport au temps, ou plus individualistes, et que tout ça formait la richesse d'une interprétation. De même, pour
un conservatoire en l'occurrence, on a différentes personnalités. Certains vont aimer une certaine forme d'anticipation, vont avoir besoin d'un temps structuré, précis, anticipé, et d'autres étoufferont peut-être dans ce qui leur apparaîtra comme une forme de carcan et auront besoin, eux, au contraire, d'avoir un temps plus lâche, plus élastique. Et c'est tout ça qui donne, qui, je pense, amène... c'est la réalité de la vie, en fait, en commun, d'une société. Et donc, il faut composer, là aussi, avec tout ça. Composer avec les gens qui sont là, avec le contexte, avec les choses telles qu'elles sont, en fait, pour faire avancer les choses. Et donc, à la fois être compositeur à la tête d'un établissement, c'est-à-dire anticiper, essayer d'organiser, essayer d'arrêter le temps, de le comprendre, de l'analyser, de conceptualiser l'organisation, de voir où on en est, mais surtout se méfier de ne pas aller trop loin dans un temps hyper organisé, hyper contrôlé, où tout le monde serait finalement soumis à un temps commun strict. Ce qu'on voit par exemple dans les sociétés totalitaires, et je me rappelle au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques en Chine, on voyait c'était des soldats qui marchaient au pas dans une stricte mécanique. En fait, c'était vraiment un temps hyper synchronisé. Et on sentait la fascination pour cette hyper synchronisation. C'est-à-dire comme si le comble de ce qu'on pouvait donner à voir en termes de société, c'était quelque chose de mécanique, où l'individu était complètement absorbé dans le geste commun. Mais peut-être qu'effectivement, il faut penser les choses différemment quand on est un pays d'1 milliard d'habitants ou un pays de 50 millions, de même que si on est 5 sur scène ou on est 100 sur scène, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc ça, je vous laisse apprécier cette idée-là. Voilà, donc voilà, je conclus sur ces mots-là. Je vous remercie pour votre attention.